Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Et il me semble que c'est ton premier podcast, c'est ça ? Exactement. Oh là 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 là, quel honneur, merci. Merci à toi. Premier podcast, c'est fabuleux. Eh ben, écoute, j'espère que tu vas te régaler. Ce que je te propose, c'est que on commence. Super. Donc, écoute, Anne-Charlotte, je suis absolument ravi de te recevoir au micro des Frappés, en direct de la Mecque, la Mecque du trail, de la rando. T'es pas très très loin, juste à côté de Chamonix. T'es aux Ouches, Ouais, c'est ça ? c'est ça. Je suis aux Ouches depuis une semaine. Ah là là, merveilleux. Écoute, ce que je te propose, c'est, avant même de commencer avec ma première question, un immense merci à Alix que j'avais déjà reçu dans le podcast, sur le podcast ça commence à dater maintenant. Elle nous avait fait un récap de son UTMB. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà. Oh là là, le temps passe vite. Et Alix qui a pris des nouvelles il y a pas longtemps, puisqu'elle sait que je prépare le Thor pour septembre 2025 là, donc dans 1 mois et demi au moment où on enregistre. Et elle m'a dit, écoute, j'ai une super copine qui est complètement incroyable, un parcours de vie de fou. Elle fait aussi le Thor. Il faut absolument que vous échangiez. Et donc, voilà, en une phrase, elle m'a convaincu. Elle m'a dit, allez, go, bingo. On va demander à Anne-Charlotte si elle est dispo. Merci à Alix. Exactement. Un grand merci à Alix pour la mise en relation. Et puis, ce que je te propose, Anne-Charlotte, c'est peut-être de commencer par une introduction, présentation générale, ce que tu fais dans la vie, qui tu es globalement et comment tu t'es retrouvée avec un dossard pour le Thor. Ok, écoute, pour commencer, donc moi j'ai 40 ans, je suis maman de 3 enfants qui sont maintenant quasiment adolescents. J'habite à Madrid depuis maintenant 5 ans. J'ai vécu avant ça 4 ans en Chine, à Toulouse. J'ai pas mal bougé, on va dire, depuis que j'ai commencé dans la vie active. Et actuellement, je suis guide de moyenne montagne. L'intitulé est un petit peu différent en Espagne et en France. En Espagne, ils disent guide de montagne. En France, c'est accompagnant moyenne montagne, je crois, depuis à peu près 2 ans. Et je me dédie aujourd'hui donc à organiser effectivement des sorties en montagne, et je me suis spécialisée avec un partenaire espagnol dans les voyages de trail running, surtout dans les Pyrénées et dans les Alpes, en France, en Espagne et un petit peu en dehors aussi. Voilà, on a monté quelque chose qui s'appelle, une société qui s'appelle Altatrek, et c'est spécialisé dans les sorties en montagne, en trail par étapes. On part avec notre matos, un sac, et on fait des parcours connus ou moins connus en plusieurs jours. Et pour répondre à ta question du Thor, alors le Thor, c'est pas quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie ou depuis des années. Alors moi, je fais du trail depuis peu de temps. Il faut quand même savoir que j'ai commencé à faire du trail en Espagne, ce qui peut paraître assez bizarre, à Madrid. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais à Madrid, on a des montagnes. Et la Sierra de Madrid, qui pour s'entraîner, etc., c'est quand même, on a quand même beaucoup de chance parce que c'est à 30-40 minutes de Madrid, donc c'est assez facile. Alors, c'est pas les Alpes et les Pyrénées, mais c'est déjà vachement bien. Et je courais. J'ai commencé à courir, à faire un peu de sport quand je vivais en Chine, plutôt en salle, parce qu'avec la pollution, pas évident. Et en arrivant à Madrid, j'ai continué à courir, et de manière complètement, ça a été comme une coïncidence, on va dire. J'ai une amie qui m'a dit, qui a dit à son mari, qui a dit, tu devrais proposer à Anne-Charlotte, elle aime la montagne, elle aime courir, je suis sûre que le trail, ça lui plairait, tu devrais l'emmener. Et donc, du coup, il m'a emmené faire une sortie dans la Sierra de Madrid. J'avais mon matos de running, des baskets, j'avais pris un sac à dos tu sais, avec la poche à bidon, là, du vélo, enfin, j'avais rien acheté. Et je suis allée faire 20 km, et ça m'a beaucoup plu, parce que c'est vrai qu'en Chine, j'organisais des randos déjà sur la muraille de Chine, donc j'avais quand même un peu ce côté montagne. Moi, je suis plutôt montagne. Dans mon enfance, on a toujours été en montagne, mais on allait faire du ski. J'ai jamais été montagne l'été. C'était pas un truc qu'on avait. Nous, c'était montagne l'hiver et plutôt plage l'été. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai toujours fait. Et voilà. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et
Et je me suis donc initiée au trail de cette manière-là et du coup, je suis jamais revenue comment on appelle ça, à la route asphalto. Et moi, tu vas voir que de temps en temps, je vais avoir des petits mots espagnols. Hein. À la course, Et oui, à la course à pied à la classique sur course à route, pied quoi. classique sur route. Et donc voilà, donc j'ai commencé à faire du trail comme ça. Donc du coup, tout ça pour expliquer que le Thor, c'est pas quelque chose dont je rêve depuis 20 ans. Mais je dirais qu'il y a 2 ans, j'ai commencé un peu moi, j'aime les longues distances. Je suis plus à l'aise sur les longues distances. Je pense que du fait que j'ai commencé tard, que je suis pas toute jeune, entre guillemets, ça marche mieux pour moi quand plus c'est long, mieux je me sens et meilleurs sont mes résultats. Donc du coup, je suis plutôt sur les longues distances. Et c'est vrai que j'étais, par exemple, moi, j'ai jamais été attirée par l'UTMB. J'ai fait plusieurs fois le tour du Mont Blanc, mais j'étais plutôt attirée par la PTL, par exemple, parce que c'est pas du tout le même challenge. Voilà, c'est autre chose. Et le Thor, c'est quelque chose qui m'attirait pour la complexité et surtout, au-delà du fait que ce soit un espèce de défi, de dire je vais dépasser mes limites, je veux voir jusqu'où je suis capable d'aller, c'est plutôt l'aventure humaine et l'aventure, la préparation qui m'intéresse dans le Thor. Et de manière fortuite, j'ai discuté, je te dirais, quand est-ce qu'on a fait les préinscriptions? En mars, en avril? Tu te souviens? Je sais plus. Ouais, ça doit être, j'ai envie de te dire peut-être même un peu plutôt Février. février, je pense. Donc, je dirais qu'en janvier, j'ai eu une conversation je fais partie d'un club de trail en Espagne, aussi une académie où on fait des entraînements en semaine, etc. Et j'ai eu une discussion avec quelqu'un avec David, du club, qui m'a dit, je vais préinscrire au Thor. Au tirage au sort. Et je dis, tu veux pas attendre? J'aimerais bien le faire, mais pas cette année. Je préfère le faire l'année prochaine. Je voudrais me préparer davantage, etc. Et il m'a répondu en me disant, mais qu'est-ce que tu veux avoir de mieux comme préparation que l'été qui t'attend avec Alta Trek, avec tous les voyages que tu vas faire? Et c'est vrai que je suis restée sur ça et j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, tu vas passer 1 mois dans les Alpes, 1 mois à Chamonix, tu vas enchaîner 2 fois le tour du Mont Blanc, la haute route, le Thor, c'est 3 semaines après, c'est vrai. Je sais pas si je ferai ça l'année prochaine. Je me suis dit, allez, je me préinscris, ça me coûte rien, 10 €. Donc, je me préinscris. Et puis, si jamais je suis tirée au sort, j'aurai 15 jours pour réfléchir. Donc, ça s'est fait comme ça. Hein. Je me suis dit, voilà. Et donc, je me suis préinscrite et voilà. Donc, j'ai été tirée au sort et. Sacrée chance, là. Hein. Tirée au sort le premier coup. Ouais, finalement, c'est ce que je me disais, c'est par. Moi, du coup, j'ai été tirée au sort parmi les Espagnols parce que ça dépend de ton lieu de résidence. Et je me disais, il doit pas y avoir rien. En fait, non, je crois qu'il y a que la moitié des Espagnols inscrits qui ont été tirés au sort, parce que cet ami en question, pas de bol quand même, on est 3 à s'être inscrits. La personne celui avec qui je travaille, Jorge, cette autre personne en question, David, qui était celui qui voulait vraiment le faire, n'a pas été tiré au sort. Et Jorge a pris la décision de ne pas s'inscrire. Et je vais revenir là-dessus. Moi, ma seule condition, ensuite, quand j'étais dans la phase de réflexion, je m'inscris pas. Quand tu réfléchis à tout ce que ça entraîne, toute la préparation, tous les compromis, l'aspect financier aussi, on va pas le négliger, il y a un coût. Moi, je voulais être accompagnée. C'est-à-dire que je ne voulais pas le faire toute seule. Je voulais être accompagnée, mais en même temps, demander à des gens de venir te faire l'assistance sur le Thor, c'est compliqué. C'est 10 jours. Allez, c'est une semaine, une grosse semaine, mais on va dire qu'entre avant et après. Et tu peux pas demander ça à tout le monde. Parce que voilà, c'est en septembre, en plus, rentrée scolaire pour certains, etc. Et donc, Rolré, qui travaille avec moi, quand il a pris la décision de ne pas s'inscrire, il a réfléchi, il a attendu le dernier moment. Il s'est proposé, il m'a dit, écoute, moi je m'inscris pas, mais par contre, je viens et je te fais l'assistance. Et j'ai une autre personne du club qui est jeune, hein, Chris, elle a 25 ans, qui m'a dit, moi je prends toujours mes vacances en septembre, c'est une zone que j'ai envie de connaître, je suis hyper emballée par l'idée, moi je viens aussi. Et donc du coup, si tu veux, le fait de savoir que j'avais 2 personnes qui allaient pouvoir m'accompagner, je me suis dit, bon, c'était un peu mon seul critère de dire si je suis accompagnée, éventuellement, voilà, j'ai réfléchi entre tout ce que j'avais de prévu comme voyage, l'entraînement que j'allais pouvoir faire, et je me suis dit, allez, go, je m'inscris. Voilà comment je me retrouve avec un dossard pour le Thor. Dans combien de temps il nous reste? 1 mois? Ouais, non, ouais, toi tu dis 1 mois et demi, un peu plus d'un mois. J'étais un petit peu ambitieux, moins que ça en fait, moins que ça. Ah là là, le Thor. Ok, du coup, justement, à un tout petit peu plus d'1 mois de l'échéance du départ, là, tu te sens comment? Donc, tu nous expliquais que la côté prépa, t'as certainement une des meilleures prépas possibles, parce que de ce que je comprends, t'as passé tout l'été globalement dehors, c'est pas encore fini, t'enchaînes des grosses itinérances, donc c'est juste parfait. Mais mentalement, en termes d'état d'esprit, tu dirais que t'en es où là?
Mentalement, je me sens bien. Là, je viens de terminer de faire le tour du Mont Blanc et physiquement, je pense qu'effectivement, j'ai beaucoup de chance. Hein. Moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance parce que je lie mon travail à une passion, on va dire, et en même temps que je travaille, je m'entraîne et je prépare. Donc, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Et donc, du coup, ça, c'est vrai que c'est super. Donc, je dirais que physiquement, c'est ce que je me dis à chaque fois avant une course. Moi, ce que je veux, c'est, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais au moins, je veux prendre le départ en me disant que j'ai fait ce qu'il fallait pour être prête. Ça me paraît super important. On peut pas se lancer dans des projets comme ça sans y dédier le temps nécessaire et une préparation suffisante, parce que sinon, déjà on profite pas. Et puis, on sait que ça va être dur. Je veux dire, on va pas se leurrer. T'as beau te préparer tout ce que tu veux, c'est forcément difficile. Donc là, je me sens bien. J'ai eu un petit coup je t'avouerai que j'ai eu un petit coup de mou au mois de juillet dans les Pyrénées, parce que les Pyrénées, c'est très technique. Et je faisais une itinérance, j'ai fait deux tours de 3-4 jours. Et moi, je me suis un peu fixé, entre guillemets, des objectifs de vitesse, entre guillemets, pour le Thor, pour essayer un peu d'avoir une préparation, en me disant, bon, bah, si tu fais 4 kilomètres à l'heure, ce qui est à peu près marché, t'arrives X heures par jour, etc., t'arrives à faire le Thor, sans trop courir, finalement. Et je me voyais dans les Pyrénées en me disant, c'est pas possible, on fait pas 4 kilomètres à l'heure. Donc, j'ai commencé un peu à me dire, bah non, mais ça va pas du tout. En fait, c'est très, très, très technique, les Pyrénées espagnoles. Et je sais que le terrain va être différent. Donc, il a fallu que je discute. J'ai un ami espagnol qui a fait le Thor, qui l'a pas terminé, mais qui l'a fait, et du coup, qui m'aide aussi pas mal. Et voilà. Et donc, j'ai réussi un peu après avoir fait là, le tour du Mont Blanc, j'ai repris un peu du poil de la bête en me disant, bah, en fait, le Thor, ça va plus être un terrain comme celui-là. Et donc, du coup, c'est quand même beaucoup plus roulant. Rien à voir avec les Pyrénées où, en fait, tu passes des heures et des heures et des heures à faire très peu de distance parce que c'est très technique. Ça fatigue beaucoup, etc. Donc voilà, physiquement et mentalement, ouais, si, je me sens bien. J'ai fait une petite chute avant-hier, donc j'ai eu de la chance. J'ai rien de trop méchant, mais bon, tu vois, ça fait partie. J'imagine que c'est pareil aussi pour toi. Ça fait un peu partie du stress entre guillemets de s'inscrire à ce genre d'événements. C'est que tu te dis, bah, il peut rien m'arriver jusqu'à la date, parce que Ouais. donc moi je fais quand même tous les jours. T'as conscience tout le temps de dire, je peux pas me permettre de tomber. Il faut que je fasse attention. Il faut pas que je me blesse. Et en même temps, tu peux pas arrêter de vivre. Donc là, écoute, bien pour le moment. Ah, écoute, excellent. Les Pyrénées, c'est marrant que tu parles de ça parce que du coup, quand on s'est écrit, on était tous les deux en route, je crois, pour un petit trip dans les Pyrénées. Et l'aspect technique, en fait, j'ai eu exactement la même réflexion que toi. Pendant l'itinérance, à un moment donné, on a passé 12 heures dehors et je me dis, attends, mais c'est pas possible. En 12 heures, on a fait, je sais plus comment on avait fait, à peine plus de 20 kilomètres, tu vois, un truc comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai été très surpris parce qu'on était, du coup, on a commencé côté français, mais on a tout de suite passé la frontière le lendemain. Et moi, c'était la première fois que je randonnais, fait du trail ou autre en Espagne. Et alors, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, ou si c'est spécifique aux Pyrénées à cet endroit-là. Mais déjà, je trouvais que le balisage, ça m'a surpris. Balisage vert, là où j'étais, en tout cas, le chemin qu'on suivait côté Pyrénées, tu vois, c'était un trait vert clair, un trait vert foncé. Donc, autant te dire que tu vois rien. Ouais. Et en plus de ça, pas vraiment de sentier dans le sens, c'était des cairns en fait. Bah oui. Tu vois, pas de sentier clairement défini, bien net. Donc en fait, t'es tout le temps en train bon, c'est agréable aussi, c'est juste différent, hein, mais c'est clair que tu vas pas du tout à la même vitesse. Non. Tu passes de rocher en rocher. Du coup, attends, il y a 5 cairns différents étalés sur une bande de 50 mètres de large. Tu dis, ok, mais en fait, je passe où là? Il y a un torrent au milieu. Donc c'est vrai que c'est assez différent de ce qu'on peut retrouver dans les Alpes où pour le coup c'est très beaucoup différent. Plus très roulant, quoi. Tu vois, le GR20. Je l'ai fait deux fois et demi. Il y a des endroits sur le GR20, je sais pas, il doit y avoir, sans exagérer, une balise tous les 3 mètres, quoi. C'est, tu vois. C'est tout le temps, ouais. Non, et c'est vrai que, mais t'as dû voir beaucoup moins de monde. Ah, par contre, il y avait vraiment pas grand monde, ouais, effectivement. Je sais pas dans quelle, je me souviens plus dans quelle partie des Pyrénées t'es allé. Mais on était Luchon. D'accord. Luchon. Moi, et je suis d'accord avec toi. Les Pyrénées, c'est quand même. Alors, il y a des zones il y a des comment on dit, des parcours très bien balisés, connus comme t'as le Tour du Mont Blanc en France, le GR20, etc. T'as des tours, Carrosse des Phoques. Tu vas avoir le Passaran. T'as vraiment des tours qui sont très bien balisés parce que du coup, c'est des parcours qui sont pratiqués et reconnus. Et t'en as d'autres. Si tu me dis que c'est un sentier vert et jaune. Vert et vert.
À vert et vert, vert foncé, vert clair. Ouais, ça doit être ce qu'on appelle pequeño recorrido, c'est les petits sentiers. C'est des parcours plus locaux. Et du coup, parfois, personne n'est passé. Moi, ça m'arrive de faire des tours dans les Pyrénées et je me dis, pourtant, tu as fait ton parcours, tu vois qu'il y a une trace, que ça existe, qu'il y a eu du passage. Mais en fait, il y a peut-être pas eu de passage cette année. Donc, du coup, tu fais toi-même la route. Tu devines. L'autre jour, je l'ai suivi dans les Pyrénées. Un GR. Un GR, c'est quand même un grand sentier, rouge et blanc. Incroyable. Impossible de trouver la trace. Il a été complètement abandonné, je pense. Maintenant, les gens passent par un autre endroit. Mais tu dis, c'est pas possible que ce soit un GR et que ce soit dans cette... Bah, ça arrive. Mais c'est vrai que tu n'avances pas de la même manière. Là, quand tu viens de faire le tour du Mont Blanc, tu te dis, mais alors tu dévales. Et c'est vrai que c'est... Et là, du coup, j'ai repris un peu du poil de la bête. Je me suis dit, bah, en fait, si c'est comme ça, c'est vrai que tu avances quand même plus. Ouais. Donc, parce que sinon, c'est long. Sinon, c'est long et mentalement, il faut tenir. Bah, après, moi, j'ai jamais fait le Thor, mais de ce qu'on m'a dit, la seule référence que j'ai à peu près équivalente, c'est la PTL. C'est que, à l'inverse de la PTL... Toi, t'as fait la PTL. Moi, j'ai fait la PTL, ouais. A priori, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'à l'inverse de la PTL, sur le Thor, tu peux peut-être plus débrancher le cerveau parce que tout est balisé, t'es tout le temps sur des sentiers. Donc t'es pas, tu vois, en train de galérer à 3h du mat, chercher ta trace après ne pas avoir dormi depuis 3 jours, tu vois. Ouais. Donc, non, effectivement, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il y avait pas, tu peux pas te perdre. Enfin, c'est suffisamment marqué, etc. Donc c'est vrai que c'est important aussi. C'est un peu important. Mais tu t'évoquais les sentiers où tu passes, peut-être pour la première fois, enfin où t'es peut-être la première personne à passer de l'année. J'étais, c'était quand ce week-end dans le Mercantour pour une sortie. Et généralement, je prends plutôt, tu vois, je fais mes traces sur Open Runner. Alors, je sais pas si tu connais. Non, moi je travaille sur autre chose, mais bon. Voilà, je pense que ça doit être un équivalent. Mais ce qui est bien d'Open Runner, c'est une solution française. Ils sont basés à Annecy. Bon, au-delà du fait qu'ils sont super sympas et que c'est une boîte française, ils utilisent. T'as un abonnement qui est pas très cher, qui est l'équivalent de 2 cartes IGN, et t'as accès à un fonds de carte IGN pour toute la France. Topo à 25 000, donc c'est juste parfait. Et généralement, ce que je fais, c'est que je prends toujours, je fais mes traces sur des sentiers identifiés, tu vois, donc le marqueur violet là. D'accord. Et donc parce que généralement, bah voilà, je sais que même si c'est en pointillé, je sais que voilà, un sentier identifié comme ça, a priori, il y a du passage, il y a des balises, et donc je me prends moins la tête. Et là, en fait, pas du tout. C'était pas du tout le cas. Je pense que j'étais le premier Gus à passer peut-être de l'année, genre trace invisible, pas de sentier, des orties sur 800 mètres d'ascension, tu vois. J'étais en short. Je peux te dire que je vais m'en rappeler quelques jours encore. Quand t'es tout seul, ça va, mais quand t'emmènes des clients, c'est un peu plus compliqué. Et après, moi, je travaille, je sais pas si sur cette application ou ce site dont tu me parles, il y a ça, mais moi, j'essaye de travailler sur 2 supports. Je travaille sur Gaia pour la carte Topo, et je travaille aussi avec Suunto. Parce que ils ont une carte de chaleur. Map, là, c'est ça. Ouais. Ils ont la carte de chaleur et donc du coup tu es sûr de voir s'il y a eu du passage ou pas. Tu sais pas quand, mais bon, selon l'épaisseur du trait, c'est vrai que c'est un bon complément parce que du coup c'est quand même important quand tu vas dans des endroits que t'as pas toi-même fréquenté, parce que un guide, il est pas moi j'aime bien avoir fait le parcours avant parce que ça me donne une certaine sécurité et t'es plus à l'aise. Tu peux pas toujours le faire financièrement, tu peux pas toujours te permettre d'aller faire les tours avant, et il faut que tu sois sûr. Donc il faut entrecroiser les sources pour t'assurer que là où tu vas vouloir aller, ça va marcher. Tu vois là, on a terminé quand? Avant-hier? Dimanche. On a pris la décision de pas monter au Brévent, de raccourcir. Tout le monde était un petit peu fatigué, etc. On avait quand même pas mal avancé pendant les 5 jours. Et on est redescendu directement aux Ouches. Et il y avait un éboulement. Et donc, le sentier qui fait Chamonix les Ouches, qui borde la rivière, t'arrives, éboulement, barrière fermée. Bon, faut improviser et tu changes de parcours. Donc, il y a aussi des imprévus comme ça tu peux avoir tout bien fait et parfois, il faut changer aussi au dernier moment. Donc ça, c'est la montagne. Ouais, clairement. En parlant de repérage, c'est quoi ton approche? Je suis curieux de savoir pour le Thor. Est-ce que tu vas ou tu l'as déjà fait peut-être, étudier la carte à fond? T'as retenu, tu vois, tous les points de passage, les barrières horaires, ou au contraire, tu te gardes un peu la surprise pour le jour du départ? Alors pour l'instant, pas du tout. J'ai pas du tout eu le temps de me plonger sur le Thor. Je veux le faire. Alors moi, je suis pas. Alors par exemple, il y a des gens qui vont faire le parcours avant, etc.
Moi, le Thor, c'est avant tout, c'est ce que je te disais en introduction, c'est avant tout une aventure pour moi, que je trouve hyper enrichissante depuis que je commence. Alors, je m'entraîne toute l'année, mais depuis que je me suis inscrite, j'ai une préparation qui est vraiment centrée sur le Thor. Mon associé est aussi mon entraîneur. Donc, il me fait ma planification pour les entraînements. Ouais, du coup, j'ai préparé aussi, j'ai créé un groupe WhatsApp, j'ai proposé aux gens que ça intéressait de partager mes sorties longues. Voilà, donc ça c'est monté un peu un projet. Donc moi, je le vois plus comme ça. Et finalement, je l'ai jamais fait. Donc, je vais dire que mon objectif, c'est déjà d'essayer de terminer. Quand tu sais qu'il y a que la moitié des gens qui terminent, tu dis déjà, si je termine, c'est bien. Ensuite, c'est ça les stats ? Ouais, j'ai regardé. À peine plus de la moitié. Donc, tu dis déjà, c'est ça. Moi, ça va te paraître peut-être, tu vas dire, oh là là, moi, j'ai jamais fait plus de 105 km. D'accord, je voulais faire un 100 miles avant de faire le Thor. Après réflexion, je me suis dit, je vais faire un 100 miles, mais je vais pas m'inscrire à une course, je vais me le faire toute seule. Donc, je me suis préparé mon tour, mon 100 miles dans la Sierra de Madrid. J'avais une équipe qui m'accompagnait, j'avais prévu ma voiture, j'avais mis un matelas pour dormir. J'avais tout fait. J'avais fait finalement des petites boucles, tu vois, des boucles de 50 km. Bon, j'ai eu des soucis de santé. Le deuxième jour, j'étais pas en forme et je pouvais pas, donc j'ai dû abandonner. Donc, je suis pas arrivée à faire 2 nuits d'affilée, etc. Je voulais m'entraîner sur ça. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quelque chose que j'ai pas testé, c'est plutôt le sommeil. Donc moi, j'ai un peu une incertitude sur le sommeil, comment je vais réussir à gérer le sommeil, parce que ça, je suis pas habituée. Une nuit blanche sur une course, j'ai déjà fait. 2, non. Alors, je compte pas faire de nuit blanche. Moi, je compte dormir dès la première nuit. Okay. Donc, je vais quand même avoir une stratégie, c'est-à-dire que si je vais regarder, étudier la carte, regarder quels sont les endroits les plus techniques, et me faire et avoir une approche pour savoir où est-ce que je dors. Voilà, et je vais tout m'organiser parce que j'ai quand même 2 personnes. Alors je leur ai, eux, ils vont passer des bonnes vacances. J'ai loué une caravane. On vole de Madrid à Milan. À Milan, on récupère une caravane. Et donc du coup, ils me font l'assistance et le suivi en caravane. Donc comme ça, ils ont un endroit pour dormir, pour se faire le déjeuner, le dîner, enfin voilà, cuisiner, et pour pouvoir être là quand j'arrive. Je voulais quand même, c'était important pour moi que c'est déjà Enfin, j'ai de la chance si c'est un gros effort de leur part de venir, mais je voulais au moins qu'ils soient à peu près, entre guillemets, confort. Et donc, du coup, il faut aussi que pour eux, il y ait un suivi, il y a une planification, au même titre que moi, de ce qu'on m'a dit, c'est, voilà, t'arrives et tu sais pas quoi faire. C'est-à-dire, t'es tellement fatigué, etc. Mon pote qui l'a fait, il me dit, j'arrivais, je regardais mon sac jaune, et puis j'ouvrais le sac et je savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc l'idée, c'est un peu ça, c'est de leur dire, voilà, moi, quand j'arrive, vous récupérez mes affaires et vous me dites ce que je dois faire. Vous me donnez à manger, vous me dites que je vais dormir. Moi, je porte des lentilles, par exemple, et ça fait partie, c'est un détail, mais je porte des lentilles et je leur ai dit, surtout, vous me faites penser à enlever mes lentilles, à mettre mes lunettes pour que mes yeux se reposent. Au moins 2 heures, mais que j'enlève un peu parce que je peux pas être 5 ou 6 jours avec mes lentilles sans les nettoyer, sans les changer. Tu vois Courtenay sur les courses qui se met des gouttes dans les yeux, tu vois, c'est des petits détails où tu te dis, si j'ai quelqu'un qui qui te récupère, je sais pas si tu vas avoir de l'assistance. Tu pars tout seul. A priori non. Ouais, tu pars tout seul. Et les détails de charger tu vois tout ce à quoi tu dois penser, recharger le frontal, recharger ta montre. Tout, la météo, quel temps il prévoit, voilà, que quelqu'un te dise, écoute, il va pleuvoir, il va neiger, tu prends le Gore-Tex, le gros Gore-Tex, tu prends, bon, bref, histoire de décharger, pas du tout pour un objectif de gagner du temps, de faire un meilleur temps, etc., mais c'est plus pour te décharger de tout ça, en sachant que je ne sais pas comment je vais pouvoir, je vais gérer c'est ça, le manque de sommeil, la fatigue. Du coup, de pouvoir s'appuyer sur des gens, je trouve que c'est pas mal. J'ai de la chance. Je sais que clairement tout le monde ne le fait pas dans ces conditions-là. La preuve, si toi tu dis que tu y vas tout seul. Donc c'était un peu, voilà. Donc voilà où j'en suis, mais oui, je vais quand même étudier. Je le ferai pas. Je suis pas une acharnée, mais je veux quand même avoir un peu une idée de ce qui m'attend. Après, moi, j'imagine que toi c'est la même chose, mais j'ai toujours le track sur ma montre pour voir un peu le profil. Ouais. Et avoir une idée en tête en disant, sur ces 5 ans, allez, entre cette base vie et cette base vie, j'ai 3 grosses montées de 1500 mètres de dénivelé positif. Ensuite, je vais pouvoir aller voir un point intermédiaire parce que ça passe par un village et qu'ils peuvent accéder. Voilà. Ouais. Pour avoir un peu cette préparation.
Si ça peut te rassurer par rapport à ce que tu disais que tu n'as jamais fait plus de 100 km, j'avais échangé, alors c'est une autre discipline, mais je pense que l'approche est la même. J'avais échangé avec Lauriane Placé, qui est une ultracycliste, qui fait alors en l'occurrence, qui fait beaucoup d'épreuves du Biking Man. Je sais pas si ça te parle, mais Non, tu connais peut-être la Race Across France ou non plus. non, enfin c'est des épreuves vraiment longues, tu vois, de De vélo. 500, 1000, 2500 km à D'accord. vélo, généralement sans assistance. Oui. Et Lauriane, elle a fait plusieurs manches t'as des manches un peu partout dans le monde. Et en 2023, elle a fini première au classement général. Donc D'accord. vraiment, tu vois, très 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 gros niveau. Et en fait, elle m'expliquait que elle roule rarement plus de 45-50 km par jour. Mhm. Par contre, elle roule tous les jours. Ouais, c'est ça. Elle va au bureau en roulant, elle revient, voilà, elle roule tous les jours. Pas beaucoup vu ce qu'elle fait en compétition. 45 km par jour, c'est vraiment pas énorme. Mais elle fait ça tous les jours et donc Ouais. elle roule sur de la fatigue, elle roule sur, musculaire, tu vois, de la fatigue tout court. Et pour elle, elle m'expliquait que c'était clairement la meilleure approche qu'elle avait trouvée en termes d'entraînement, plutôt que de se mettre des grosses charges, travailler peut-être à intensité plus faible, mais par contre très 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 régulièrement. Moi, je pense que je suis d'accord avec ça. Et moi, c'est comme ça que Jorge m'a fait ma préparation. Mhm. J'ai plutôt accumulé des semaines de 150, 200 kilomètres, mais par sortie, rarement de plus de 50. Alors, en ce moment, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais 37, 38, mais tous les jours. Mhm. Et du coup, tu fais effectivement exactement ce que tu viens de me dire, le fait de travailler en fatigue. Je pense que pour la résistance, pour le Ouais. corps, etc., à l'approche du tort, et de toute façon, alors j'ai fait de tout, hein. J'ai eu un entraînement complet, hein. J'ai aussi fait du fractionné, j'ai fait un peu de tout parce que c'est aussi important pour le cœur, pour en montée, etc., pour bien travailler Ouais. la respiration. Donc du coup, tu fais aussi des entraînements plus spécifiques. Mais j'ai beaucoup travaillé à une intensité plus basse et en répétant, en répétant, en répétant, en répétant. Et je pense que ce qu'a fait Lauriane, c'est ça, c'est que et de toute façon, tu fais jamais, on te le dit. Tu vas te préparer pour un 100K, tu feras jamais 100K. Enfin, si, éventuellement, tu le fais sur la semaine, mais tu le feras jamais dans la foulée. Et moi, il Ouais. est évident que je vais pas faire 330 km d'une traite. Si, je vais le faire au mois de septembre. Ouais. Donc, en attendant, là, je fais 160, 170 sur 5 jours. Après, là, je pars sur la haute route, c'est 220. Je crois qu'il y a 18 000 de dénivelé positif sur 7 jours. Et ça me paraît, en termes de préparation et en termes d'acclimatation, si tu veux, j'ai cette chance en l'espace de 3 semaines, je vais accumuler quasiment 600 km, plus de 30 000 mètres de Ah, c'est dénivelé. énorme. Voilà, finalement, plus que le Thor, mais échelonné avec des phases de repos qui sont plus importantes que celles que j'aurais sur le Thor. Bon, en sachant qu'en refuge, tu sais comment c'est, tu dors pas comme à la maison, hein. Donc, c'est bien aussi pour la préparation. Et surtout, l'altitude. C'est que du coup, là, je suis plus en altitude. Donc aussi, tu prépares ton corps. Donc, c'est pas mal. C'est vrai que c'était une chance. C'est vrai que c'était un peu de dire, bah, c'est maintenant. Hop. Et Ouais, c'est génial comme condition de prépa. ouais, c'est sûr que c'est ce que je te disais quand on a commencé à échanger. J'ai de la chance. Donc voilà, tu vois, je pense pas qu'il faille. Il y a des gens qui ont des objectifs. Il y a beaucoup de gens. Moi, je vois beaucoup de gens, surtout en Espagne. L'UTMB, par exemple, c'est un peu un rêve pour les Espagnols, pour beaucoup de trailers, j'imagine, pour beaucoup de gens. Mais il y a vraiment je vais faire l'UTMB, je vais faire l'UTMB. Et moi, je dis toujours, c'est marrant parce que je trouve que ça vaut plus le coup de faire le tour du Mont Blanc si tu veux le faire rapidement, en 3-4 jours. Mais quand tu fais la course, finalement, ce qui est pour moi la plus belle partie du Tour du Mont Blanc, c'est la partie italienne que j'aime beaucoup. Alors, j'aime toutes les parties, mais et tout ça, tu l'admis. Donc, parfois, je dis, Ouais. bah, non, mais c'est vrai. Après, Bah oui. c'est mon point de vue, mais je dis souvent, en fait, mais ça reste. Je comprends, hein, aussi le fait de t'inscrire. Alors, moi, je m'inscris aussi à des courses. Je m'inscris aussi à des courses parce que tu vois, là, je vais m'inscrire au Thor et parce que de temps en temps, t'as envie de tester, de voir un peu où t'en es. Et puis, il y a une émulation dans les courses que t'as pas quand tu fais un voyage ou quand tu sors tout seul pour t'entraîner. Donc, c'est vrai que je comprends. Tu vois, l'ambiance, par exemple, sur les courses, de l'UTMB, etc., t'es porté par la foule. Moi, j'ai jamais encore, tu vois, fait de course vraiment où t'avais ça. Donc ça, j'imagine que pour le Thor, c'est quelque chose qu'on va aussi avoir, en tout cas au début ou à certains moments. Mais voilà, je pense qu'il y a des approches différentes et t'as des gens qui sont vraiment, dont c'est vraiment l'objectif de réaliser, de faire des courses, d'avoir des médailles, je dirais que c'est pas mon objectif. Et je pense que, tu vois, les gens disent, ah, mais moi, et je pense que c'est pas une histoire d'être capable, de pas être capable. C'est une histoire de vouloir.
une histoire de vouloir et de donner les moyens de donner les moyens d'essayer d'y arriver, de réussir. Parce qu'en fait, regarde mon exemple. Je veux dire, il y a 4 ans, je courais pas. Je courais pas en montagne. Je courais, mais j'avais jamais fait de montagne. Ma première course, si tu vas rire, mais ma première course, on dit toujours, faut être progressif. Ah, tu commences par un 15 et un 20, etc. Moi, le premier trail que j'ai fait, c'était 60. Donc, tu te dis, les dingues. Alors, je suis allée doucement et tout, mais j'ai terminé à mon rythme. Moi, c'est assez marrant. J'ai toujours une approche, les gens rigolent toujours parce que je suis hyper conservatrice. Je pars très rarement dans les premiers. Je me mets plutôt deuxième moitié de peloton. Mais je suis régulière. Donc t'as l'impression, je suis pas rapide. C'est pour ça que d'ailleurs ça se passe mieux sur les longues distances. Je suis pas rapide. Alors tu me mets sur un 25K, nul. Ça va pas du tout. Il me faut 15 km pour m'échauffer. Alors, ça va pas. mais du coup, je suis assez constante. J'avoue que j'ai travaillé. Je suis beaucoup plus lente qu'avant. Quand j'ai commencé à courir en trail, je courais sur route et j'étais mes objectifs avec je cours en dessous de 5, etc. Bon, maintenant je suis à 6,30. Ouais. Et encore, c'est pas du tout pareil. Et moi je préfère parce que je profite, je prends davantage mon temps. Alors quand t'es sur une course, on est tous pareils, hein. Je crois qu'on regarde davantage nos pieds que le paysage. Quand même. Surtout comme tu dis, quand la moitié de la course se fait de nuit. Exactement. Bon. Donc ouais. Écoute, voilà, c'est juste histoire de dire que finalement, c'est pas forcément le fait d'avoir entraîné toute sa vie ou d'avoir rêvé de ça toute sa vie. Tu vois, si tu prends mon exemple, non. Mais par contre, il faut se donner les moyens j'imagine que tu fais la même chose, de le préparer correctement. Il faut pouvoir. C'était la question que tu me disais au début. Il faut pouvoir lier aussi ta vie personnelle, ta vie professionnelle, et puis ce sport qui demande du temps. Ça demande plus de temps que la route. Hein. Oui, clairement. Et puis surtout, j'ai jamais fait je sais pas dans quel état finissent des gens qui font des marathons, tu vois, en allant chercher vraiment un énorme chrono. Moi, je sais que le dernier marathon que j'ai fait, ça remonte à il y a très 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 longtemps, où je m'étais vraiment envoyé au maximum de mes capacités. J'avais fait ça en 3h30. J'étais absolument mort. Mais j'ai pas souvenir après quelques jours, tu vois, de toujours être au fond du trou. Par contre, la PTL, je sais qu'il m'a fallu 6 mois. Donc, ah oui, 6 mois. Ah oui, quand même. Ouais, alors 6 mois, je dirais dans la vie de tous les jours, 2 à 3 semaines pour refaire des nuits complètes, tu vois, pouvoir monter, descendre des escaliers sans me dire ah tiens, j'ai un muscle inconnu dans ma cuisse que j'avais jamais senti avant. Par contre, dans le sport, ouais, là il m'a fallu 6 mois. J'ai fait un 20 bornes, un trail de 20 km en novembre avec un copain. Je sais plus si c'était 20 ou... Oui, un peu plus de 20. Enfin bon, moins de 30, c'est sûr, plus de 20. Donc, quelque part au milieu. Et c'était en novembre. Donc, la PTL, c'est la dernière semaine d'août. Donc, c'était quoi? C'était 2 mois et demi après. Ouais, 2 mois et demi. Kilomètre 18, je pense que j'étais dans le même état qu'après 100 bornes, quoi. J'étais complètement donc, cramé, vraiment, explosé. Physiquement, ouais. Bon, attention, jusqu'en, on le dit, hein. Je dirais jusqu'en fin janvier, début février, je sentais dans tous les sports que je faisais, que ce soit vélo, course, etc., je sentais qu'il y avait une fatigue profonde, tu vois, qui était encore là. Et après, ça allait. Donc ça, c'est pareil, tu vois, c'est un point, les gens, ils disent, moi, je sais que je l'anticipe, tu vois, il va y avoir le tort, mais en fait, il y a tout l'après, quoi. Tout ce qui va après. Exactement. C'est-à-dire de la fatigue, donc à la maison, tu peux peut-être moins aider. Au bureau, c'est plus compliqué. Il faut le prendre en compte, quoi. Faut pas se dire, on finit le tort et puis boum, tu vois, ça y est, on revient à la vie normale. Non, puis je pense que j'imagine qu'en plus après ce genre d'épreuves, de courses, t'as aussi besoin de faire un break. Moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire un break sur un peu sur la course. Enfin, au moins prendre si, de toute façon, tu te dis, physiquement, je pense que de toute façon, t'as pas le choix. Je pense que ton corps, il a besoin. Enfin, de toute façon, il lui faut du temps pour se remettre et se régénérer. Ouais, ça me paraît évident. Ça me choque pas, hein, quand tu me dis 6 mois. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, et moi je suis assez impressionnée, je sais pas si tu as déjà fait cette constatation, mais je sais pas si tu vois, mais je dirais, je sais pas s'il y a 10 ou 15 ans, quand tu faisais un marathon à l'année, c'était déjà incroyable, on disait, t'as fait un marathon, etc. Aujourd'hui, les gens, ils font 3, 4, 5 marathons à l'année. Nous, c'est pareil. Tu te dis, attends, un ultra, on devrait faire un ultra à l'année. Enfin, tu dis pour le corps, tu dis, et en fait, je crois que plus ça va, plus on en fait. Et plus ça paraît normal. Ouais, c'est surtout ça. Complètement d'accord. C'est globalement, oui, j'en parle assez souvent avec les invités que je reçois dans à peu près toutes les disciplines. Hein. Les distances s'allongent, tout se normalise.
tu vas faire un UTMB beaucoup en rêve, mais en fait, la manière dont on communique dessus, tu as l'impression que c'est complètement accessible. Et j'ai vu un extrait d'interview de Mathieu Blanchard il y a pas très longtemps où on lui posait la question comment ça se fait qu'il y a de plus en plus d'abandon sur le TMB dans les élites. Ouais. Et il disait parce qu'en fait, à l'inverse d'avant, maintenant, on est sur le fil du rasoir dès les premiers kilomètres, tu vois. Ouais. Donc, soit ça passe parce que t'es dans un bon jour, t'as l'énergie qu'il faut au bon moment. Par contre, si c'est pas le bon jour, en fait, t'es tout de suite dans le rouge et t'exploses, quoi. C'est fini. Oui, et puis il laisse tomber. J'imagine que s'il voit qu'ils vont pas y arriver, il laisse tomber maintenant. Avant, t'as abandonné pas autant, non? En fait, ce qu'il disait, c'était plutôt qu'avant, quand les gens le couraient en, 24 heures, c'était déjà un très, très, très bon temps. Maintenant, tu cours en 19, quoi. Mais tu te mettais pas dans le rouge tout de suite. Ouais. Et en fait, maintenant, pour faire un chrono en moins de 20 heures, en fait, t'es au taquet dès le début, quoi. Et donc, t'es sur le fil de rasoir tout de suite. Là où avant, ils avaient une approche peut-être un peu plus, précautionneuse, quoi. Enfin. Oui, ça, c'est sûr. Mais et puis, on verra. Enfin, moi, après, c'est d'autres sujets, mais moi, j'ai peur de toute façon, on en arrive. Le risque, c'est d'en arriver à des dérives comme dans beaucoup de sports. Mais bon, ça. Ouais. Mais bon. Autre débat. Autre débat. T'évoquais un point important, l'équilibre vie perso, vie sportive, vie pro. Tu nous le disais en intro, tu es maman de 3 enfants. Comment tu gères ça? Alors là, on parle du Thor en particulier, mais même avec ton activité de guide moyenne montagne, comment ça s'organise la vie à la maison quand tu dois partir pour faire la haute route, un tour du Mont Blanc, un stage trail à droite à gauche? Alors, donc, on va dire que j'ai de la chance que j'ai une activité qui fonctionne de manière un peu plus ponctuelle, c'est-à-dire qu'on est surtout sur les vacances, alors effectivement les vacances scolaires, les week-ends, l'été, et mes enfants sont un peu plus grands maintenant, pas encore tout à fait adolescents, mais sont quand même relativement autonomes. Donc, on va dire pour le quotidien, ce qui est le quotidien d'une vie d'une mère active à la maison, en sachant que je suis globalement quasiment toute la semaine toute seule avec eux. J'ai un mari qui voyage et qui travaille pas mal à l'étranger. Donc, ils sont très autonomes, mes enfants. Ils ont grandi vite. Donc, du coup, j'ai quand même... alors, évidemment, je te parle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, c'était pas la même chose. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, par exemple, je gère mes entraînements du quotidien. C'est facile. On a une organisation à la maison. Ils se débrouillent. Je prépare le dîner. Voilà, je mets mes entraînements. Quand je suis arrivée à Madrid, il y a 5 ans. Et c'est vrai que j'ai eu un peu ce moment j'avais passé 4 ans en Chine. Ensuite, avant, j'étais à Toulouse. Moi, j'ai eu plein de projets un peu professionnels différents. J'ai dû m'adapter parce que j'ai dû m'occuper d'eux. Et en même temps, vivre à l'étranger, à chaque fois refaire une nouvelle vie, etc. Et je suis arrivée à Toulouse et j'ai dit, maintenant, il y a un moment, il faut aussi penser un peu à toi. Et ils vont grandir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire quand ils vont prendre leur envol? Parce que finalement, tu as laissé de côté un peu une partie. Hein. Voilà, parfois, il faut faire des choix dans la vie. C'était pas forcément ce que tu avais imaginé, mais voilà, il faut rebondir et ça t'ouvre des portes. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Et donc, du coup, ils ont grandi et donc j'ai eu plus de facilité, on va dire, à faire ça. Et c'est un peu le deal. C'est-à-dire que j'estime que je m'en occupe toute la semaine. Je suis là pour eux tout le temps, hein, sur le quotidien scolaire, les activités, etc. Donc, ils m'ont à disposition, entre guillemets, la semaine. Et le week-end, si je dois aller m'entraîner, ils savent. Donc où ils ont leur père, ou on se débrouille. Mais c'est un peu le contrepartie. Okay. Et cet été, c'est vrai que je suis absente tout l'été. Donc, du coup, ils m'ont pas beaucoup vu. Alors, on habite à l'étranger, donc ils sont ravis, et les grands-parents aussi, de partir en France chez leurs grands-parents, de voir leurs cousins. Donc, ils sont partis assez vite en France. Et là, ils viennent, en fait. Ça fait 2 ans qu'on loue aux Ouches 2 semaines au mois d'août. Et donc, ce qui me permet, donc là, je vais les retrouver en revenant du Tour du Mont Blanc dimanche. Je passe 2 jours avec eux. Et en revenant de la haute route, je vais rester 4 jours avec eux. Donc, on essaye de se faire un petit compromis où je passe un peu de temps avec eux. Mais voilà, ils acceptent parce qu'ils grandissent et qu'ils ont conscience. Ils savent que c'est mon travail et mon activité. Donc, moi, je le dis, je dis, vous savez que l'été, c'est comme ça. Le reste de l'année, je suis disponible ou je suis plus disponible pour vous. Mais le week-end, les vacances, l'été, il faut que je travaille. Mmh. Donc, je crois qu'ils le comprennent. Et après, ils doivent le comprendre parce que ils ont bien un père qui n'est pas là la semaine et ils l'acceptent. Donc, il faut qu'ils acceptent aussi. Donc, c'est vrai que j'essaye de contrebalancer. Alors, c'est vrai, là, tu vois, je me faisais la remarque, tu vois, je suis rentrée un peu fatiguée du tour, etc. Parce que normal, hein, tu as une fatigue physique et aussi une fatigue mentale, hein, que tout se soit bien passé, que voilà, tu as toujours un peu le stress, hein, qu'il se passe rien avec tes clients.
que tout se déroule correctement. Donc du coup, ça retombe un peu. Et puis là, tu dis, ouais, j'aimerais bien être à la maison, au calme, tranquille, les voir, etc. Moi, ils commencent à me manquer, hein, ils sont partis, ça fait déjà plus d'1 mois. Mais voilà, écoute, ça continue et puis tu repars et en fait, tu vois, je repars demain et puis je vais être dans le truc et puis ça passe vite. Donc c'est un peu comme ça que j'arrive à faire un compromis. Alors voilà, on n'a pas beaucoup de moments famille parce que c'est vrai que quand moi je suis pas là, Olivier mon mari est là et inversement. Mais bon, on essaye de se débrouiller. C'est quoi leur réaction quand tu leur expliques que tu vas partir courir 300 km, pas dormir la nuit et globalement t'infliger un truc assez difficile? Alors je crois qu'eux, ils sont tellement de baignés un peu dedans que j'ai pas l'impression que ça leur fasse. Ils trouvent pas ça spécialement bizarre, je crois. Ils demandent un peu, mais ils trouvent pas ça spécialement bizarre. Le petit dernier, si, alors il est obsessif avec ça parce que je suis pas là pour son anniversaire. Donc ça, il m'en veut beaucoup. Et je peux dire qu'il voulait pas que je m'inscrive en disant non, tu peux pas faire ça. Et donc j'ai dû lui dire, écoute Achille, je suis là tous les ans pour ton anniversaire. Et je leur dis, mais moi j'ai jamais raté un seul de vos anniversaires. La plupart du temps, votre père est jamais là pour vos anniversaires. Vous dites rien. Et j'ai dit à Achille, écoute, malheureusement, je serai pas là. On le fêtera avant ou après. Mais son anniversaire, c'est le 17 septembre. Donc c'est en plein milieu du Thor. Ah oui. Donc ça, il a du mal. Hein. Et je peux dire que je l'ai eu au téléphone l'autre jour et je l'entendais derrière. Il disait que ça m'arrête, j'entendais dire, elle est pas là pour mon anniversaire, elle est pas là pour mon anniversaire. Ça, déjà, ça le marque plus que le reste. Ouais. Et non, et de temps en temps, ils sont marrants parce que de temps en temps, quand je leur dis, je suis fatiguée ou ils me disent, mais maman, mais pourquoi tu te reposes pas, pourquoi tu fais pas une pause et tout. Et donc du coup, je dis, oui, si, quand je peux. Mais c'est vrai que, mais j'entends, hein, et je vais pas te mentir, hein, le week-end, etc. Ah, tu vas encore courir. Ah, si, forcément, c'est forcément. Donc, écoute, voilà. Et quand ils étaient plus petits, je m'échappais très tôt, tu vois, voilà, pour essayer de tout faire. Mais c'est vrai, hein, c'est beaucoup. C'est-à-dire que on va pas se leurrer, le trail, c'est beaucoup de compromis parce que quand tu veux aller t'entraîner en montagne, c'est forcément plusieurs heures. Tu pars pas 10 minutes entre le trajet, la sortie, etc. Donc, tu es absent un moment. C'est un peu comme le vélo. Ouais. Un peu comme le vélo. Ouais. C'est rigolo ce que tu dis sur finalement le fait qu'ils aient baigné dedans, ils se rendent pas trop compte. Ça me fait penser, je sais pas si tu l'as vu cette vidéo, il y a je crois que c'est la grand-mère de Matteo, tu sais, le pote de Kylian Jornet, qui est interviewé. Les journalistes lui demandent, alors il est où Matteo? Elle dit, il est parti se promener avec un copain. En fait, il est juste en train de faire l'aller-retour au sommet du Mont Blanc et de battre un record, tu vois. Se promener, quoi. Voilà. C'est ça. Ils ont, finalement, et je pense que ça dépend quel est ton baromètre, en fait. Ouais. Si on revient au Thor, on fait des petits allers-retours là. Côté matos, t'as tout ce qu'il te faut, tu sais avec quoi tu pars, t'as une stratégie entre guillemets particulière, plutôt très léger, ou tu préfères prendre tout ce qu'il te faut au cas où. C'est quoi ton approche? Alors, j'ai mis beaucoup de temps. Alors, je suis un peu une manomaniaque, comme on dit ici, des chaussures. Je t'enverrai pas une photo de mon placard de chaussures, parce que les gens hurlent quand ils voient le nombre de chaussures que j'ai. J'ai beaucoup de chaussures, j'ai essayé beaucoup de chaussures. Et j'ai eu la chance d'essayer beaucoup de chaussures, parce que mon associé Rodré avait un magasin de trail à Madrid. Okay. Et donc, du coup, comme on bossait ensemble, j'avais des avantages, on va dire. Donc, je pouvais avoir des chaussures pas trop chères. Donc, du coup, j'ai pu essayer pas mal de modèles. Pour le Thor, je crois que j'ai pris ma décision, mais autant dire que ça m'a pris des mois et des mois et que j'ai essayé les modèles et que j'ai renvoyé, que j'ai changé. J'ai tout essayé, les modèles les plus chers. Là. Donc ça, c'était un peu pour moi, le plus important pour le Thor, c'est la gestion du sommeil et les pieds. Donc les pieds, ça passe par les chaussettes, les chaussures, le soin des pieds. Parce que mon pote qui l'a fait, qui a arrêté quand même au kilomètre 300, c'est quand même pas de bol, 30 km à la fin. Non. Si, les pieds. Il s'est abîmé les pieds dès le début. Parce que, je sais pas si toi t'as eu, alors là, j'ai de la chance qu'avec les différents trucs que je fais cet été, je vais pouvoir pratiquer ça. Mais la problématique que j'ai, moi, c'est qu'à Madrid, c'est très compliqué d'accumuler beaucoup de dénivelés positifs ou de dénivelés négatifs d'un seul trait. C'est-à-dire que je fais plutôt 500, je monte, 500, je descends, etc. Et le problème du Thor, c'est que t'es 1500, 1500, 1500 de descente et de montée. Et donc, du coup, ça, en termes d'impact au niveau des doigts de pied, des chaussures, etc., c'est pas du tout la même chose de descendre pendant 1500 mètres de dénivelé négatif
avec les pieds qui touchent au bout, qui tapent, etc. Ouais. Parce que même si tes chaussures j'ai toujours des chaussures plus grandes, etc. Mais forcément, ça touche au bout. C'est-à-dire quand t'es en descente selon l'inclinaison, ça touche. Et ben quand tu pratiques pas ça, tu sais pas vraiment. Et donc lui, par exemple, pas de bol, hein, chaussures trop petites, pas testées correctement, une préparation finalement pas suffisamment adaptée d'après ce qu'il m'a dit à ce qu'il aurait fallu faire. Et notamment à cause de ces problématiques de pieds, de frottement, etc. Donc du coup, en termes de chaussures, voilà, et j'ai plus ou moins, je crois, pris ma décision. Depuis le début, je me dis que je vais pas partir qu'avec un seul modèle, mais que je vais avoir plusieurs modèles pour pouvoir changer les points d'appui. Je sais pas du tout si c'est une bonne stratégie, hein. C'est la mienne. Ça fonctionnera peut-être pas. Là, tu vois, j'ai fait le tour avec une paire de chaussures. Je repars sur le deuxième tour avec une autre paire de chaussures, qui sont potentiellement les modèles que je retiens et je me vois bien avec. Et éventuellement une autre paire pour si c'est très mouillé, ça glisse, etc. Parce que là, les chaussures que j'ai choisies, je suis pas une fan de la semelle. Donc du coup, c'est pas très adapté pour un terrain glissant ou mouillé. Mais en termes de confort, ça me va bien. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les chaussures. On va voir comment je gère, mais potentiellement, je me dis que je changerai de paire. À voir. Et matériel, alors toi, t'as bien dû voir. Alors c'est pareil, il paraît que ça c'est nouveau. Moi, je savais pas, mais t'as vu la liste de matériel obligatoire? C'est absolument ridicule. Il y a rien. Ah oui, ouais, d'accord. Okay. Je pensais qu'ils avaient rajouté des choses. Oui, ah non, il y a rien. Par rapport à la PTL, il y a rien, ouais, effectivement. Il y a rien de couverture de survie, un gobelet, un bol. Alors les gens disent pourquoi un bol? J'ai dit je sais pas, c'est quand même incroyable. Il y a un bol, il y a même pas d'imperméable. Je dis oui. On estime que t'es en mesure de savoir ce avec quoi tu vas devoir sortir, etc. Donc, je te dirais, de manière raisonnable, alors moi, ça me paraît indispensable, surtout en haute montagne, même si c'est pas dans le matériel obligatoire, c'est pour moi du matériel obligatoire. Évidemment, je mettrais un imperméable, des gants, un bouffe, tu vois, des trucs, ce que j'ai l'habitude de prendre quand je fais une sortie longue en trail, dans des conditions qui peuvent être plus fraîches. Après, en mode un peu light, c'est-à-dire que, sauf si on me dit, il faut que tu prennes tes crampons parce que il a neigé. Et encore, je crois que les gens disent que, en fait, les crampons, tu les utilises pas parce que les crampons, c'est si ça a gelé. Donc, si c'est de la neige fraîche, tes chaussures, au final, ça tient. Donc moi, je vais plutôt aller avec le matériel que j'estime light et obligatoire, et en voyant un peu en termes de stratégie d'approche, en fonction de ce que je prévois de faire entre chaque base vie, d'avoir on va dire le nécessaire sans me surcharger. Ouais. En sachant que si j'ai calculé que j'arrive et que j'arrive 2 jours, et par exemple, je prends pas de trucs trop chauds, et si je repars de nuit, là, je change. Voilà, moi je compte un peu aussi sur ceux qui viennent m'aider pour me dire écoute, là il va faire très froid, tu prends un Gore-Tex plus épais, il faut que tu prennes un truc plus chaud. Voilà. Mais en termes de matériel, ça après il faut quand même emmener des tonnes de trucs. Quand tu réfléchis, tu dis je prends 2 paires de bâtons. Oui, je prends 2 paires de bâtons parce que si je casse un bâton et que j'ai plus de bâton, non, je peux pas. Donc là, tu te dis, entre l'investissement du dossard, moi, j'ai quand même loué une caravane, entre les billets d'avion et le matériel. J'ai déjà beaucoup de matériel, mais t'es obligé de racheter du matos. Enfin, si t'es obligé, moi, imagine, moi, je consomme, entre guillemets, je pense, une paire de chaussures par mois. Presque. Parce que je dois faire, presque. Alors, je suis un peu tic sur les chaussures, mais non, mais là, regarde, je vais faire 6 kilomètres en 3 semaines. Oui. Ouais. Donc, moi, on va dire que c'est mon activité. C'est-à-dire qu'entre les entraînements la semaine, moi, j'entraîne 5-6 fois par semaine. Donc forcément, t'as une rotation de chaussures. Donc oui, c'est du consommable, la chaussure. Et moi, pour moi, un des points les plus importants, et du coup, je suis assez... tu vois, là, j'ai eu un client... à chaque fois, je dis, je vais vérifier les chaussures. Et on vérifie pas les chaussures. Et là, j'ai dit, on va vérifier les semelles. Il y en avait un, il avait des semelles lisses. Et je dis, les gars, c'est pas possible. On fait du trail, tu peux pas te tuer ou te casser une jambe parce que t'as pas voulu dépenser 120 € ou même pas, j'en sais rien. Parfois, c'est même pas ça. Ouais. C'est hyper important d'avoir des chaussures en condition. Hyper important. Je préfère, j'ai des shorts qui sont délavés, mais c'est mes shorts que je mets depuis le début et je suis hyper bien dedans et j'arrive pas à trouver des modèles qui me conviennent. Je continue de les mettre et à chaque fois, je me dis, il faut vraiment que je m'achète des nouveaux shorts. Mais en fait, et mes t-shirts là, je viens de les laver, ils sont encore marrons. Oui, forcément. Mais c'est pas grave. Mais mes chaussures, je peux dire que mes chaussures, à partir du moment où j'ai plus trop de crampons, à la retraite, pour m'entraîner. Mais je vais pas en montagne avec. Non, je suis assez d'accord avec toi. Donc, c'est quand même important. Enfin, pour moi, le matériel, c'est important et il faut avoir du bon matériel. Et c'est vrai que moi, comme c'est mon quotidien et mon travail, et que ce que je t'expliquais, c'est que les tours qu'on fait, on a un sac de 15-20 litres et on emporte tout sur nous. Nous, on est sur ce mode-là. On fait pas de transport de bagages. Alors déjà, dans les Pyrénées, c'est pas possible.
parce que les refuges, la plupart du temps, sont accessibles que par hélicoptère, donc t'as pas de transport de bagages. T'as des gens qui nous demandent sur le Tour du Mont Blanc, ils nous disent mais non, moi je veux pas porter mon matos. Je dis ouais, mais nous c'est notre politique. Nous on veut choisir les refuges pour leur emplacement et pas parce qu'ils sont accessibles avec une voiture pour transporter les bagages. D'un point de vue écologique, voilà, c'est aussi tu génères moins de déchets, etc. Du coup, quand tu transportes et que tu cours avec ton sac, t'as intérêt à avoir l'équipement le plus léger possible. Donc moi, je suis une espèce de friki de trouver le truc qui pèse le moins lourd possible. Non, mais c'est incroyable. Tu verrais ma trousse de toilette, par exemple, je dis aux gens, regarde, j'ai pris un savon, je l'ai coupé en deux. J'ai des trucs, mais minimalistes. Et je les vois arriver et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et je leur sors, tu verrais. Moi, je fais une révision des sacs et je sors. J'enlève des trucs. Je dis ça, non. Non, c'est hyper important. Tu pars pas 5 grammes avec 1 kilo de trop. Ouais, c'est clair. Donc moi et j'aime le matériel. On va pas se mentir, j'aime ça. Moi je trouve ça m'intéresse. Les technicités, c'est un truc que j'aime bien. Donc j'aime bien tester, Puis ça fait partie de mon boulot, c'est-à-dire que je teste parce que je conseille aussi. Les gens ils nous demandent. Moi j'ai sur le site internet, on a un blog, j'ai la liste de mon matos que j'utilise. Personne me sponsorise, mais je dis ce que j'ai essayé, ce qui me semble bien ou pas, et on essaye de conseiller au mieux pour que les gens ils aillent avec ce qu'il y a de mieux. Et donc je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de tester, de voir ce qui fonctionne moins bien. Donc on va voir. J'essaierai de mettre. Donc voilà, j'ai aussi tout ça qui fait que j'espère pouvoir aller avec le meilleur équipement possible et optimiser. Excellent. Eh ben, écoute, il faut que je te posais la question un peu plus tôt de si tu avais repéré le parcours, enfin mémorisé, tu vois, les points d'Europe. Voilà, moi, ça, il faut que je le fasse parce que c'est vrai que du coup, sur la PTL, par exemple, on avait accès que, entre guillemets, 2 fois à nos sacs d'allègement. Ouais. Donc, c'était assez limitant quand même. Enfin, tu pouvais pas vraiment swapper le matériel, etc. J'ai cru comprendre que sur le Thor, c'est beaucoup plus fréquent. Ouais. Mais bon, peut-être que je me trompe. 6 fois. T'as 6 bases de vie tous les 50 km. Ah ouais. Ah c'est incroyable ça. Ah oui, donc effectivement, là, tu peux vraiment jouer là-dessus. Okay. Ouais, t'es pas très renseigné, donc. Non. Tous les 50 km. Clairement pas. Tous les 50 km, t'as ta base de vie, ton sac jaune, là, qui te donne au début. Tu sais que ça, c'est assez drôle. Le sac jaune, par exemple, je te le dis parce que du coup, toi, tu vas récupérer ton sac, t'arrives, mais par exemple, il y a que le coureur qui a le droit de récupérer son sac. C'est-à-dire que ton équipe a pas le droit d'accéder à son sac. Ils peuvent te donner du matériel supplémentaire, t'as le droit de redonner, etc., des choses. Et c'est pareil, regarde bien parce que le sac qu'ils te donnent, c'est le seul truc qui te transporte. Et du coup, il faut quand même être assez organisé sur le volume. Ouais, parce que si tu te dis, à chaque fois que je passe à la base vie, je veux changer complètement mes fringues. Je veux imagine, je vais me doucher, ta serviette. Moi, j'ai pensé à tous ces trucs-là. Tu vois, quand t'as pas d'assistance, tu fais comment? T'as une serviette, t'as 5 serviettes? Parce que si tu veux te laver, si tu veux te sécher, ta serviette qui te la sèche, elle va pas se sécher toute seule dans ton sac. Personne peut te laver des affaires. Donc, tu te dis, j'emporte. Et moi, j'ai lu des blogs de gens qui te disent, en fait, j'avais sous-estimé le matériel, ou, en fait, ça dépend vachement des conditions. Imagine, dans des conditions, il fait très chaud. Donc, tu dis, super. En fait, il fait très froid. T'es obligé d'utiliser des thermiques. Moi, j'ai pas 50 000, j'ai un t-shirt à monflon thermique, éventuellement, j'en aurai 2. Je vais pas en acheter 5 ou 6, Donc, il y a un moment, voilà. Dans ton cas, on va dire que c'est plus complexe parce que t'as pas cette chance de te dire, j'ai quelqu'un qui va me faire sécher ma serviette, moi, je leur ai déjà dit, je vais vous apporter une bassine des scouts de mes enfants, qui est le truc pour faire la vaisselle. Et quand j'arrive, vous m'enlevez mes chaussettes, vous mettez, parce que moi, je te dis les pieds, quoi. J'ai dit, vous mettez les pieds, vous me lavez les pieds. Après, on m'a conseillé une huile qui te permet de sécher. C'est un truc pour les escarres, pour les gens qui sont en maison de retraite, qui peuvent pas bouger, tu sais. Et comme on a les pieds qui vont vachement ramollir, donc tous les petits trucs, tu sais, on m'a donné plein de petits trucs. Et du coup, voilà, je prends tous les trucs. Là, en ce moment, je suis en train de faire des essais, tu vois, sur les paires de chaussettes, parce que moi, j'ai tendance à utiliser des chaussettes super fines, parce que c'est confortable. Mais en fait, sur le Thor, on m'a dit, non, il faut que tu utilises des chaussettes épaisses. Et je pense que c'est vrai. Je le vois, parce qu'en fait, si tu mets une chaussette épaisse, t'as moins de frottement. Donc là, j'étais en train de regarder, là, je fais mes essais. Je fais mes essais, les petits trucs sur mes pieds, les chaussettes. Je regarde ce qui correspond, le sac. Tu vois, les sacs à dos, c'est pareil. Je pense que je vais en emmener plusieurs parce que déjà, ça te permet de changer. Et puis selon le matériel que tu dois emporter. Ouais. Bon, écoute, il faut que je me penche sur le sujet. Bon, c'est l'avantage d'avoir... Tu disais un peu plus tôt que tu as commencé direct par un trail de 60 bornes. Moi, j'ai fait un ultra, enfin 2, mais le premier, c'était la PTL. Donc, tu vois, aucune référence. Du coup, c'est une course qui est apparemment très, très spartiate par rapport à... Tu vois, il y a que 2 bases vie, il y avait... Ouais, c'est beaucoup plus spartiate et c'est beaucoup plus... je crois qu'il y avait tu te débrouilles, 30... c'est pas balisé, la PTL. C'est pas balisé, non.
c'est à la carto. Il y Ouais, avait ouais. 30 bénévoles pour 300 km de course, un médecin. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment. Pas du tout la même Donc, chose. moi, à aucun moment, je m'étais dit, bah, tiens, je vais me changer tous les jours. Tu vois, j'en porte plusieurs vestes. En fait, t'as pas vraiment le choix, quoi. Non, J'avais t'as une pas le choix. veste, 2 t-shirts, tu vois. Ouais. Je me suis lavé 2 fois et basta, quoi. Mais effectivement, je pense qu'il faut clairement profiter du fait qu'il y ait les 6 bases vie Ouais, pour puis je pense que améliorer c'est son important. confort, quoi. Ouais, c'est important. Et moi, Ouais. d'après ce qu'on m'a dit, on m'a dit la plupart du temps, les coureurs dorment pas la première nuit parce que tous, on sait qu'on est capable de supporter une nuit blanche sans Ouais. aucun problème. Enfin, entre guillemets, sans aucun problème. En fait, visiblement, après, chacun fait comme il veut. Moi, je dis pas qu'il faut faire ou qu'il faut pas faire. Et mon idée, c'est de dormir la première nuit. Parce que, en fait, visiblement, alors déjà, je suis pas pressée. Je vais pas pour gagner ni faire, donc on s'en fiche. Mais visiblement, en termes de récupération et pour la suite, en fait, le fait d'avoir récupéré déjà la première nuit, Ah oui. ça t'aide Ouais. vachement. Même si c'est 1 heure ou 2 heures, de toute façon, enfin voilà, on va pas dormir beaucoup plus. Tu peux pas dormir beaucoup plus. Mais moi, mon idée, c'est quand même de dormir toutes les nuits. Et je te dis de me changer des chaussettes, d'essayer Ça, je pense que c'est de prendre soin de mes pieds, impératif. en fait, les pieds, le sommeil. Je pense que c'est la clé, en fait, parce que finalement, on va beaucoup marcher. Donc Oui. du coup, finalement, vaut mieux marcher et pas trop s'arrêter, et marcher, que d'essayer de courir à fond, de pas dormir. C'est mon idée. C'est intéressant ces courses pour ça parce que c'est tellement long du coup que tu peux, enfin, t'es forcément obligé de tester des approches un peu différentes, tu vois. Et je me rappelle, justement sur la PTL, il y avait une équipe, c'était 2 gars et eux, ils étaient en mode, on bombarde entre les refuges, on se repose beaucoup et on rebombarde. À chaque refuge, ils changeaient de paire de chaussures. Enfin, c'était vraiment. Et ça a fonctionné. Et ça a pas fonctionné, eux, pour le coup. Ça a pas fonctionné, ils ont abandonné, mais pas loin de la fin, hein, vraiment pas loin. Moi, je pense qu'il vaut mieux. Après, c'est mon approche. Moi, je pense qu'il vaut mieux être constant. Tu vois, moi, je vais dire un peu. Mon idée, c'est ça se trouve, on a tous des idées. Ça se trouve, je ferais pas du tout ça. Mais moi, mon idée, c'est un peu d'être en mouvement 20 heures sur 24. En mouvement. Je te dis en mouvement. Je suis pas en train de te dire en train de courir. En mouvement 20 heures sur 24, à un rythme. Si tu arrives à avoir un rythme de 4 km par heure, c'est-à-dire qu'en descente, tu vas un petit peu trotter, en plat, etc. Et en montée, tu vas perdre du temps, donc tu vas aller beaucoup plus lentement. Tu t'arrêtes, tu te reposes vraiment, tu te reposes, allez, tu te fais une vraie pause de 3 heures et après, les autres ravitaux, t'essayes de pas trop t'arrêter, tu récupères un peu de nourriture, etc. Et puis tu peux même manger en marchant. En fait, si tu manges en marchant, si tu réfléchis bien, si tu manges en marchant, si tu t'arrêtes pas trop, si tu marches, une demi-heure, c'est 3 km ou 2 km. Ouais. Et donc, du coup, t'avances comme ça, etc. Et je me dis, en fait, je pense que tu t'abîmes bien les pieds. Je sais pas. Tester. Mais bon. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec toi sur l'approche. Alors, je vais faire le malin, mais je sais même plus d'où je connais cette expression, mais festina lente, tu vois, se hâter lentement. Je pense, et sur la PTL, on avait, alors on regardait pas j'avais fait des interviews de gars qui avaient pas fini la PTL, mais qui avaient participé à la PTL avant d'aller sur la course. Et il m'avait dit un truc, il me dit, faut que tu regardes la vitesse ascensionnelle, il faut se bloquer à max 600 mètres à l'heure. Ouais. Et j'avais jamais réfléchi à ça avant, tu vois, vitesse ascensionnelle, quand je faisais des randos ou moi, je sais pensais même pas du tout, j'ai jamais entendu ça, moi, tu vois. Voilà. Et du coup, j'ai découvert que sur ma montre, j'avais ce truc. Et donc, on était calé sur, dès qu'on dépassait 600 mètres à l'heure, on ralentissait. Et on se calait sur 600 mètres à l'heure. 100 mètres, 10 minutes pour faire 100 mètres de dénivelé. Ouais, d'accord, c'est ça, en fait. C'est 10 minutes faut faire 10 minutes 100 mètres. Voilà. Et du coup, en fait, c'était vachement intéressant comme exercice parce que les premiers jours, tu vois, où certaines phases, on repartait d'une base vie, par exemple, t'es au taquet, pleine forme, et en fait, tu fais pas gaffe, tu regardes, et on était en train de monter à 900 mètres à l'heure, tu vois. Ouais, d'accord. Et du coup, je trouve que c'était assez intéressant. C'est intéressant, je vais regarder. Tu vois, j'avais pas du tout cette approche, je vais regarder. Après, bon, voilà, moi, ça m'allait, je sais pas si c'est, comme tu dis, voilà, je pense que chacun a son truc, mais moi, je sais que j'aime bien regarder ça maintenant. Je me mets, entre 600, 650 max, 700 mètres à l'heure, et en fait, c'est un truc qui me va bien, et du coup, je sais que même en montant à cette vitesse, je peux me reposer. Je culpabilise pas, tu vois, parce que je sais que c'est déjà passé sur la PTL. En allant à ce rythme, je sais que j'ai pu finir le truc et que j'étais, absolument éclaté, mais que j'ai pu aller au bout. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais bon, comme tu dis, chacun son truc. Non, chacun son truc. Et puis, t'as des gens dont, moi, j'en vois autour de moi. Il y en a dont l'objectif, ils se fixent son objectif temps, ils se fixent un objectif, et s'ils se rendent compte qu'ils vont pas réussir à atteindre, ils préfèrent se retirer. Comme on parlait tout à l'heure des pros maintenant qui finalement lâchent et abandonnent. Et t'en as d'autres dont l'objectif c'est de dire mon principal objectif c'est déjà de terminer. Donc après que je termine en 120 heures ou 150 heures, j'ai 150 heures. En fait, t'as 150 heures pour le faire. Si tu peux le faire en 100, 110, tant mieux. C'est vrai que ça te fait un jour de moins à être dehors, etc. Mais en fait, t'as le temps. En fait, c'est un peu ça, t'as le temps.
Puis si tu termines en 110, ça veut aussi dire que tu as ton ticket pour le Tour des Glaciers. Ah, c'est vrai que je savais pas ça, tu vois. Et ben voilà, c'est 130 heures. Ah bon, c'est bon. Tu finis le Tour en moins de 130 heures. T'as un ticket pour le Tour des Glaciers. C'est marrant parce que qu'est-ce que tu fais après? Tu vois, c'est ça la question. Les gens, c'est assez drôle parce que les gens souvent ils disent qu'est-ce que tu fais après un UTMB? Et alors là, quand du coup, je dis moi, je suis même pas passée par l'UTMB. Et j'ai dit je fais le Tour, mais c'est pas du tout pour moi la même chose. Et quand tu disais toi t'as fait et moi la PTL, ça me tente vachement parce que faut faire un dossier, il y a des notions d'orientation, etc. Et moi c'est un peu mon job, donc je trouve que c'est intéressant. Moi c'est plus ça que je recherche. Enfin c'est ce qui m'intéresse dans le Tour, c'est plus je te dis l'aventure, voir comment tu vas préparer tout ça, la stratégie, plus que c'est forcément un dépassement de soi, mais c'est pas mon objectif. C'est pas de me dire où est-ce que je suis capable d'aller. Après je fais plus ou moins. Peut-être que je ferai plus, peut-être que je ferai pas plus. Peut-être, tu vois, j'en sais rien. Ouais. J'ai pas de après, je vais faire ça ou je vais faire ça. Écoute, on va déjà voir ça sur le Tour. Hein, et, je pense qu'on va avoir du boulot déjà. C'est clair. Et puis on verra la suite après. Mais bon, en tout cas, écoute Anne-Charlotte, c'était trop bien d'échanger avec toi. Ça fait vraiment plaisir d'avoir tu vois, des conversations sur finalement la course qui arrive, qu'on a la chance de pouvoir vivre en septembre. Ça va être très très chouette. Je te souhaite une très bonne fin de prépa. Merci beaucoup. 0 blessure, hein, on va toucher du bois. 0 blessure. Et puis écoute, on va se donner rendez-vous mi-septembre à Courmayeur. C'est ça, mais on se voit de toute façon à Courmayeur. C'est ça. Super. Écoute, merci beaucoup Anne-Charlotte. Salut à très Loïc. bientôt. À bientôt. Ciao.